Espace TV, le 22h. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 22h, dont voici les principales articulations. Les Nations Unies sont au chevet de la Guinée en cette période de tumulte. Ibn Chambaz a échangé avec les acteurs du Front National de Défense de la Constitution avant d'appeler les différents protagonistes à privilégier le dialogue. Dans le même registre, les leaders religieux ont fait une déclaration. Ils invitent le président de la République à reporter la date des législatives prévue pour ce 16 février 2020. Nous ferons un détour dans la ville carrefour de Mamou. La ville est sous haute surveillance. Tous les bâtiments administratifs sont quadrillés par les forces de l'ordre qui effectuent des patrouilles nocturnes. Les populations, elles, sont apeurées. L'actualité oblige, il s'agit d'un enjeu de santé publique. La Guinée fait face donc au coronavirus. Elle prend des mesures, elle est en l'avant-garde. Ce lundi, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et ses partenaires ont échangé sur les mesures préventives à observer pour être à l'abri du virus, déjà confirmé dans les pays comme la Chine, la France, dont un cas en observation du côté de la Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Abdoulaye Sadio Diallo, Lamine Silla. C'est en décembre dernier que le coronavirus est apparu en Chine avant de gagner la France. Un cas suspect a également été enregistré en Côte d'Ivoire voisine et Dakar est sous haute surveillance. La Guinée, qui avait déjà subi Ebola, veut anticiper pour cette fois-ci échapper à cet autre virus mortel. Une deuxième réunion a été tenue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire et ses partenaires ce lundi. Donc lors de cette réunion, l'OMS a présenté la situation évolutive de ce coronavirus à travers le monde entier et nous a fait part des recommandations que l'OMS a données pour les pays. Pour échapper au coronavirus, un dispositif sanitaire sera très prochainement mis en place, notamment à l'aéroport de Conakry et au port autonome. Cela passe obligatoirement par la prise des températures des passagers en provenance des pays touchés par le coronavirus, plus particulièrement la Chine. Dès ce soir, une équipe opérationnelle sera à l'aéroport. Tous les passagers qui arriveront vont être flashés avec la caméra thermique déjà qu'on a. On va élaborer une fiche de screening pour savoir leur origine. S'il y a des suspects là-dedans, nous allons les isoler. On va préparer dans les 2 heures qui suivent le centre d'hospitalisation de fièvre hémorragique à Nongo. Pas de panique, pour le moment aucun cas n'est signalé en Guinée et d'ailleurs le pays est prêt à lutter contre d'éventuelles épidémies. Déjà la Guinée avait déjà un peu de préparation parce qu'on a des personnes en place, il y a des équipements en place. Nous venons de faire une réévaluation et donc dans les 2 heures qui suivent, d'ici 15 heures, nous allons déposer tout le matériel manquant et préparer l'équipe. On va positionner 2 ambulances qui sera prête à aller à l'aéroport à prendre les cas suspects où on va identifier un local pour l'isolement de ces cas. Selon les autorités chinoises, le bilan de l'épidémie fait état de 80 morts et 2744 cas confirmés ce lundi. Pas de panique donc pour l'heure, aucun cas n'a été signalé dans le pays, mais il faut de la vigilance. Les Nations Unies au chevet de la Guinée, Mohamed Ibn Chambaz, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, a rencontré ce lundi les membres du Front National de Défense de la Constitution. Dans sa déclaration, il a exprimé la préoccupation de son institution au regard de la situation politique que traverse la Guinée. J'étais moi-même porteur d'une lettre du secrétaire général des Nations Unies lors de ma dernière visite dans laquelle il a plaidé pour la libération des leaders du FNDC, les dialogues constructifs autour des élections, le renforcement des acquis démocratiques et l'apaisement du climat politique. J'ai invité les FNDC à s'abstenir de tout acte de violence dans leurs activités. J'ai par ailleurs recueilli les lectures de la situation ainsi que les propositions de sortie de crise. Les Nations Unies et la communauté internationale
réaffirment toute leur disponibilité à accompagner la République de Guinée dans cette voie. Dans sa réponse, le coordinateur du FNDC s'est félicité de la visite de Ibn Shahbaz avant de lui remettre une lettre à l'intention du secrétaire général des Nations Unies. Le FNDC propose aux Nations Unies de procéder à des sanctions ciblées. Abdourahmane Sano est au micro de Mamadou Sadio Baldé et de Yacouba Traoré. Nous allons d'ailleurs faire suivre la lettre là par un extrait de vidéo de certains propos, certains actes de violence, certains actes d'atteinte aux droits de l'homme, pour que la lettre puisse être, encore une fois, soutenue par des éléments tangibles, avec des acteurs connus ici, qui ne surfent aujourd'hui que sur la psychose, pour que le peuple fléchisse. Mais on l'a rassuré de notre engagement pacifique, de notre volonté à faire en sorte qu'aucune violence ne vienne de là, du FNDC ou des populations. D'ailleurs, pouvait-il en être autrement? Nous n'avons ni armes, ni munitions, on n'a absolument rien. Nous n'avons que notre mobilisation et la volonté de voir la démocratie se renforcer dans notre pays. Et on les a exhortés aux sanctions, aussi bien contre l'État que contre les promoteurs de ce projet-là, pour faire en sorte qu'on puisse fléchir la position du président de la République et favoriser vraiment l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Et puis, juste après cette rencontre avec l'envoyé onusien, monsieur se réclamant des services de renseignement a été appréhendé aux alentours du domicile d'Abdourahmane Sano, le patron du FNDC à Koloma. L'Océnie Komara nie être en mission de filature. Il a été relâché par les membres du FNDC sur place. Les explications du monsieur ont été recueillies par Mohamed Alucène Kamara. Depuis quelques jours, on cherche un bandit qui s'appelle Diakité. Vous comprenez? C'est un voleur. C'est lui qu'on cherche. Bah, maintenant, il nous a informé qu'il vient souvent auprès de la mosquée ici. La mosquée qui est derrière là-bas, qui vient là-bas. Maintenant, c'est ainsi que je suis venu ce matin maintenant. J'ai commencé à regarder maintenant partout. Après, j'ai pris une place là-bas. Je l'attendais. Parce que j'ai déjà vu sa photo. Vous comprenez? Après maintenant, c'est ainsi que je suis resté maintenant. Vers le soir là maintenant, je voudrais aller prendre quelques jus, quelques manger, pour me retourner maintenant. Après maintenant, j'ai vu madame maintenant qui m'a dit, monsieur, viens ici. Il y avait la distance entre nous. Si j'étais venu chez lui, j'allais fuir, parce qu'il y a où fuir. Mais je n'ai pas fait ça, je restais. Il dit que madame, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que tu es venu chercher quoi ici? Il dit que quoi? Il dit que je suis au bord de la route, vous me dites que tu es venu chercher quoi ici? Il dit que non, dis-moi pourquoi tu es venu chercher, que c'est depuis le matin. Vous voyez, depuis le matin, mais nous on cherche un bandit. Mais c'est pas chez vous, moi je ne connais même pas chez vous ici. Il dit que tu vas dire la vérité. Je dis que quelle vérité? Les gens sont venus maintenant. Un frère est venu maintenant, il m'a dit de rentrer dans la cour ici. Nous sommes rentrés dans la cour ici. Ils m'ont demandé, j'ai juré. J'ai dit que tout le monde m'a posé des questions ici. J'ai répondu, j'ai dit que je ne suis pas venu ici. L'Union du clergé de Guinée invite le président de la République à briser le silence pour ramener la quiétude et la réconciliation. Ces hommes de foi chrétienne indiquent dans leur rappel que le pays perdure dans une crise qui affecte l'unité nationale. Dans un message qu'elle a rendu public au terme d'une assemblée ordinaire en Zérékoré, l'Union est prête à dénoncer les violences et les crimes dans le pays. Elle a notamment invité les gouvernants à respecter la constitution en vigueur et l'opposition à privilégier la sauvegarde du bien commun. Et puis ici à Conakry, dans le même sillage, les leaders religieux musulmans et chrétiens ont appelé eux aussi ce lundi à la paix. Nous vous invitons à suivre Monseigneur Vincent Koulibaly. Il est très important, voire capital, d'être convaincu que cette crise n'est pas ethnique. Elle est politique et doit le rester. N'acceptons pas qu'elle soit transformée en crise ethnique. Chers compatriotes, les leaders religieux, musulmans et chrétiens, vous appellent à la vigilance
et à la sérénité, afin de ne pas tomber dans le piège de ceux et celles qui utilisent la fibre ethnique pour tenter de nous diviser. Nous les voyons, nous les écoutons et nous les lisons. Qu'ils s'attendent à la colère d'Allah, qui dit, sourate 9, verset 105, « Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants. Et vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Alors, il vous transformera et vous informera de ce que vous faisiez. » Fin de citation. D'une façon générale, nous disons à tous les acteurs sociopolitiques qu'ils doivent mettre la Guinée au-dessus de tout. 2. Au chef de l'État, président de la République. Nous nous réjouissons des recommandations issues du Conseil ministériel du jeudi 23 janvier 2020, au nombre desquelles le président de la République a instruit l'implication des religieux dans la résolution de la crise que notre pays traverse. Toute notre gratitude pour la reconnaissance de notre place pour la préservation de la paix et de la quiétude sociale dans notre pays. Les leaders religieux, musulmans et chrétiens, recommandent au chef de l'État, président de la République, garant de la paix et de la quiétude sociale, d'user des pouvoirs que lui confère son statut de père de la nation et de ses prérogatives constitutionnelles, de repousser à une date ultérieure les élections législatives, le temps nécessaire pour garantir les élections libres, transparentes. Déclaration donc de Monseigneur Vincent Coulibaly recueillie par Djibril Ba. Alors que les religieux demandent report du scrutin législatif, la campagne électorale, elle se poursuit de façon timide dans le pays. Ce dimanche, Dubreka, le directeur national de campagne, ainsi que les cadres du parti RPG Arc-en-Ciel ont donné le coup d'envoi. Les candidats du parti présidentiel pour cette circonscription se sont engagés à sillonner toutes les localités de la préfecture afin de recueillir le suffrage des citoyens. Malik Sangiana Kamara, Yacouba Traoré. Mobilisation des foules ce dimanche à Dubreka par le RPG Arc-en-Ciel. C'est le début de la campagne dans cette préfecture située à 50 km de Conakry. Dans les jours à venir, les candidats de ce parti dans cette circonscription iront à la conquête des électeurs, même dans les endroits les plus reculés. Les approches pour les convaincre de voter en faveur du RPG Arc-en-Ciel sont déjà identifiées. Si l'avènement à la tête de la Guinée du professeur Alpha Condé a mis la Guinée davantage sur le chemin du progrès, notre préfecture du Dubreka est parmi les bénéficiaires des gros ouvrages de développement, dont entre autres les barrages hydroélectrolytiques de Kaleta et de Swapiti, pour ne citer que cela. Nous nous engageons à parcourir toutes les communes rurales et toutes les sections de la commune urbaine de Dubreka à la rencontre des populations pour lesquelles nous aurons une oreille attentive, afin qu'une fois à l'Assemblée nationale, notre slogan soit « Dubreka d'abord ». Bain de foule, manifestation de joie, oui, mais le plus important dans ces campagnes, c'est d'enseigner aux militants comment faire le vote, insistent les cadres du parti. Il y a des vieilles qui se trouvent dans les villages qui ne peuvent pas comprendre le vote si ce n'est pas par indication digitale. C'est par cette indication digitale que ces vieilles-là peuvent comprendre pour qui voter et comment voter. Nous exigeons cela, l'organisation du collège des rabatteurs, pour que le parti puisse gagner sans rater le coche.
Défendre les intérêts de Dubreka à l'Assemblée nationale, tel est l'objectif de cette candidate sur la liste nationale et ce jeune médecin à l'uninominal. Dans le même registre, le président du parti Génération Citoyenne, abrégé GECI, se prononce sur la situation sociopolitique que traverse la Guinée. Fodé Mohamed Souma a également abordé la campagne pour les élections législatives auxquelles son parti prend part. Reportage, Mode Boy Diallo, Abaka Din Kamara. Moi, je condamne et je demande à ce que justice soit faite. La voix pleine de colère, le président de la Génération Citoyenne GECI condamne les violences et tueries lors des manifestations politiques en Guinée. Pouvoir et opposition se rejettent mutuellement la responsabilité de ces cas de mort, mais Fodé Mohamed Souma pointe du doigt la responsabilité de l'État. Et j'estime que c'est de la responsabilité de l'État de sécuriser la vie des citoyens lorsque les gens marchent, ou l'État prend ses responsabilités en amont par la prévention, en occupant le terrain dès 5 h du matin. Et dans ce cas, il n'y a rien. Le président de la GECI s'est aussi prononcé sur les élections législatives boycottées par les grands ténors de l'opposition dite républicaine. Le parti est déjà en campagne et le porte-à-porte est mis en avant pour aller à la conquête des électeurs. Cette première phase de la première quinzaine, c'est la campagne de proximité, ce qu'on appelle porte-à-porte. Donc les fédéraux des préfectures, les coordinateurs, coordinatrices de Conakry sont à pied d'œuvre afin que nous puissions aller au-delà de l'électorat de la GECI. Enrôlement de mineurs, cas de doublons avérés, le fichier électoral est au centre de vives contestations et critiques. En dépit de ces anomalies, la GECI ne va pas boycotter le scrutin pour autant. Le principe du respect du calendrier électoral, ces élections auront lieu. J'estime que si l'État prend ses dispositions en temps, en amont, ces élections auront lieu. Beaucoup d'observateurs s'accordent sur le fait que le fichier électoral élaboré par la CENI contient des anomalies qui nécessitent des corrections avant d'aller aux élections. Mais l'institution s'arc-boute sur la date du 16 février. Et puis, en ces temps qui courent, il n'est pas donné à tout le monde de battre campagne. Le leader du BOC l'a appris à ses dépens. Il a été agressé à Wanindara samedi dernier. Il était dans la zone pour battre campagne au compte des législatives. Dr Ibrahima Sory Kamara a, au cours d'une conférence de presse, désigné les commanditaires de son agression, les membres du FNDC. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Le coordinateur du BOC en face de la presse ce lundi pour exprimer ses déconvenues à Wanindara. Le politique n'a pas digéré le comportement de certains individus venus saper leur organisation dans le cadre de la campagne sur les législatives. Bon, justement, nous avons été invités par les jeunes de Wanindra, mais préalablement, on a été informés qu'il y a certains mal intentionnés qui auraient préparé des guet-apens, qu'on ne peut pas rentrer à Wanindra, qu'ils vont nous empêcher. Et que les enfants, les organisateurs, ont dit que de venir, qu'il n'y aura rien, personne ne peut les empêcher d'organiser, mais nous de venir. Donc, j'étais dans un café le matin, il y a un membre responsable du FNDC qui m'a vu, qui me dit « Ah, docteur, il paraît que vous avez un match de gala à Wanindra ». J'ai dit « Oui ». Puis il dit « Bon, le FNDC viendra vous rendre une visite ». Il dit « Vous serez les bienvenus ». Donc, l'arrivée, étant informé de ce qui allait se faire, j'ai appelé les membres du BOC avec les partis alliés. Nous avons tenu une réunion. Cette réunion, c'était pour changer la stratégie de venir avec des véhicules. Nous avons décidé de prendre des motos pour ne pas qu'on nous reconnaisse jusqu'à la rentrée. Donc nous avons porté des casques. Moi-même, j'étais conducteur de moto. Nous sommes rentrés à Wanindra. C'est quand j'ai enlevé les casques, les enfants ont compris que je suis là. Les enfants ont dit, et pourtant il est là. Bobo Sélé et Laz Malik sont les instigateurs selon Dr Diallo. Dans ses explications, il affirme avoir joué à l'apaisement malgré l'ampleur de l'incident. Certainement, il a été manipulé par des gens qui sont mal intentionnés, mais laissez-moi régler ça avec ceci. Le conférencier exhorte les autorités à prendre des dispositions sécuritaires avant de souligner qu'il poursuivra l'affaire afin que les présumés auteurs répondent de leurs actes. Il s'agissait donc de Dr Ibrahima Sory Diallo du BOC.
Les violences enregistrées à l'Abbé qui ont entraîné 5 morts en 10 jours continuent de susciter indignation de part et d'autre. L'antenne locale de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme condamne la violence sous toutes ses formes et déclare que la mort de l'ambulancier viole une loi internationale protégeant les établissements sanitaires et le personnel de santé, un acte qui pourrait être considéré comme un crime contre l'humanité. Le GDH s'interroge également sur le mobile ayant conduit à la réquisition de l'armée dans la ville de l'Abbé. Reportage Alpha Ousmane Ba. Après les violences survenues à l'Abbé, qui ont fait 5 morts dont l'ambulancier de l'hôpital et des dégâts matériels importants en 10 jours, l'heure est aux réactions des organisations des droits humains. Par principe, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme condamne les violences d'où qu'elles viennent. Et nous regrettons ce qui s'est passé, comme vous l'avez dit, dans la ville de l'Abbé. Et au monitoring des violations des droits de l'homme à travers la ville et à travers la région et même au niveau du pays, parce qu'on a enregistré des cas un peu partout à travers le pays. La ville de l'Abbé a vécu l'horreur ces derniers jours. Les condamnations et les indignations continuent dans les rangs du FNDC. C'est à ce lieu de sport habituel que le coordinateur régional du mouvement a répondu à nos sollicitations. De Madifine Diané qui avait dit qu'il va prendre ses responsabilités en demandant aux forces de l'ordre de venir sévir, parce qu'il faut dire les choses comme ça, sur les populations de l'Abbé. C'est ce qu'il a fait. Et fort malheureusement, aujourd'hui, on a enregistré un très lourd tribut. On a eu des pertes en vies humaines, des exactions un peu partout dans la ville. C'est le moment de rappeler vraiment à l'armée qu'ils sont à la base de la non-démocratisation de la Guinée. Parce que depuis 1958... Chez les représentants de l'OGDH, tous les cas de mort sont des crimes. Mais celui de l'ambulancier relève des crimes contre l'humanité au regard des textes et trouve même la réquisition de l'armée par le gouverneur confuse. Et les 5 morts dont l'ambulancier de l'hôpital est peut-être assimilé à des crimes contre l'humanité, étant entendu que la Guinée est signataire du traité portant le droit international humanitaire. Et ce droit international humanitaire dit que pratiquement les structures sanitaires et tous les instruments associés, notamment les ambulances et le personnel sanitaire, ne peut être objet d'attaque des forces armées. Ce qui s'est passé à l'Abbé viole pratiquement cette loi internationale. C'est seulement 2 personnes qui sont habilitées à le faire à la République de Guinée. C'est le président de la République et le ministre de l'administration du territoire. Vous n'êtes pas sans savoir que l'armée n'a pas pratiquement les armes conventionnelles pour le maintien d'ordre. Sollicité à plusieurs reprises, le gouverneur de région Madifine Diané a préféré nous renvoyer à une prochaine fois. Le bureau du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou a été attaqué le week-end dernier par des individus non encore identifiés. Selon les informations recueillies par notre correspondant sur place, des enseignants étaient sur une moto et se sont donc servis d'essence pour calciner le bureau se trouvant dans l'enceinte du dit tribunal. Le reportage est signé Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant dans la ville Carrefour. C'est aux environs de 3 heures du matin que les inconnus, au nombre de 3, sont allés mettre le feu au bureau de Sidiki Camara, procureur de la République, près le tribunal de première instance de Mamou. Les fauteuils, les appareils électroniques, les documents d'archives et bien d'autres objets qui s'y trouvaient ont été calcinés. Ils ont mis le feu à partir des fenêtres, ils ont cassé les persières et puis jeté de l'essence dedans. Même vous avez constaté, il y a jusqu'à présent même le bidon qui est parti aussi dans le feu. Donc, et en ce moment, tout est consumé dedans, les fauteuils, les photos. Heureusement que le feu a été maîtrisé, ça n'a pas pu prendre complètement le plafond, parce que l'intention des gens, c'était de brûler tout le tribunal. Mais comme il y avait un garde, il a profité, c'est lui qui les a empêchés. Il a appelé des gens qui étaient à côté, qui sont venus. Ils ont cherché maintenant à éteindre le feu. Cette attaque est survenue sans la présence de la principale victime. Le procureur Sidiki Camara est actuellement absent de la ville pour des raisons de famille. Son substitut annonce des mesures. Nous allons renforcer encore de plus le dispositif sécuritaire. C'est la première disposition à prendre. Et nous le ferons maintenant là. Nous allons le faire maintenant.
puisqu'on parle de 3 individus venus sur une moto avec des bidons d'essence à 3 heures du matin pendant que tout le monde dormait. Ce n'est pas possible pour le moment. En tout cas, nous allons ouvrir les enquêtes, voir si nous pourrons retrouver les 3 personnes. Cet incendie survient quelques jours seulement après le saccage des symboles de l'État, notamment à Dalaba et à Pita, où des prisonniers ont été libérés. Restons dans la préfecture de Mamou, qui est depuis quelques jours sous haute surveillance des forces de défense et de sécurité, en plus de la présence des gendarmes dans les différents carrefours de la ville. Tous les lieux, bâtiments administratifs sont quadrillés par des bérets rouges à partir de 18 h. La plupart des axes routiers sont bloqués par les militaires qui procèdent également à des patrouilles toute la nuit. Dans la foulée, des citoyens se disent victimes d'exactions. Ils ont été interrogés par notre correspondant à Mamou, Alpha Mamoudou Bari. Non, hier, le béret rouge là est venu ici, je me trouve à 23 h. Il a dit il faut fermer la porte, J'ai dit ok, pas de problème, je ferme tout de suite. Mais je l'ai vu, il est parti là-bas encore, il est revenu. Il a pris les 2 téléphones. Il a dit faut monter dans le pick-up, faut monter. Je dis non, je ne monte pas, attends, je vais fermer ma boutique d'abord avant de monter le pick-up. Il m'a dit faut monter. Je dis non. Il a pris 2 téléphones, il a parlé avec le téléphone. Hier nuit, vers 23 h comme ça, j'ai quitté au carrefour, je venais ici, j'ai un passager avec mon ami là. Lui aussi, il a une moto, il pilotait devant moi aussi, je pilotais derrière. On venait ensemble. On s'est rencontrés au rond-point là, en face ici. Je venais, il y a 5 pick-up qui venaient et descendaient, nous montaient. Je venais, j'ai rencontré avec l'autre a sorti devant nous, ils ont barré. Mon ami a freiné une seule fois. Moi aussi j'ai pris une seule fois. Lorsque j'ai pris on s'est rencontré, mon parasoc là, ça a pris son feu rouge, c'est gâté là-bas. Et nous a mis en arrêt, ils n'ont même pas nous demandé leur papier. Ils ont envoyé les pick-up, j'ai embarqué notre moto, on a envoyé à la police et nous a mis en pétri jusqu'à matinale. Ils ont écrit un récit de 150 000 et nous a donné chacun de nous. J'ai dit, je n'ai aucun l'argent là où je suis comme ça. Ils ont dit, quand tu ne paieras pas 150 000, on va te transférer à la prison. Mon frère a parti le tolérer, il a dit envoie 80 000, on a payé les 80 000, il nous a libéré maintenant. Il y a 2 personnes, mes amis, que j'ai laissés en prison là-bas. Des élèves ont manifesté ce matin en Zérékoré pour exiger le retour des enseignants dans les salles de classe. Ces élèves, mécontents de l'absence des enseignants, ont perturbé les cours dans d'autres écoles publiques et privées. Pour le directeur préfectoral de l'éducation, il s'agit d'une manipulation de responsables de l'antenne locale du SLEG. Ces élèves dans la rue aujourd'hui a été occasionné par la manipulation du SLEG de Zérékoré, pour peut-être faire aboutir leur mouvement à quelque chose. Sinon, le matin, toutes les écoles avaient fait leur plein. Il y avait le plein dans toutes les écoles aujourd'hui. Les élèves étaient venus en grand nombre et il y avait suffisamment de professeurs dans les écoles. Et j'ai été surpris d'apprendre que les élèves du lycée général Lansana Conté, qui est le lycée du secrétaire général du SLEG, M. Amara Kadiatou Kamara, que ces élèves-là sont descendus dans la rue pour demander pourquoi les écoles privées fonctionnent, pourquoi les écoles privées font cours et ils ne font pas cours. Moussagbe Diakité interrogé par Fasseli Konaté. Le pain, un aliment prisé par les Guinéens, se faisait rare ce matin dans certains quartiers de Conakry. Le prix d'une baguette à la surprise générale est passé par endroit de 1500 à 2500 francs guinéens. Et plus, cette crise, l'Union professionnelle des boulangers et pâtissiers de Guinée l'a vu venir. Il évoque comme raison la flambée des prix des ingrédients sur le marché. Le reportage est de Mohamed Amaro Kamara et d'Alseni Kamara. À Simambossia, dans la commune de Ratoma, les rares boulangeries ont très tôt verrouillé leurs portes ce lundi. La production du pain, denrée très prisée par les Guinéens, connaît en ce moment une baisse considérable. Le bois a triplé. On payait le bois 8 à 5 000 francs. Aujourd'hui, c'est 3 à 5 000 francs. Tu as compris? La levure qui était à 12 000 francs, on vend à 20 000. Tu as compris? Le levure, le sel, même chose. Donc, on a les boulangeries qu'on payait à 300 000 francs guinéens, aujourd'hui c'est 1 500 000. Donc tout ça là, les charges
C'est ce qui fait que maintenant beaucoup de boulangers ils ont quitté dans les boulangeries, ils sont allés payer les motos pour faire taxi. Face à cette flambée des ingrédients, les boulangers ont été contraints de réduire non seulement la production, mais aussi d'augmenter le prix du pain. Cependant, ce ne sont pas tous les boulangers qui sont prêtés à cette spéculation. Dans cette boulangerie moderne, les habitudes n'ont pas changé, mais elles pourraient l'être si une solution n'est pas trouvée. Aujourd'hui, on ne va pas diminuer le poids ni rien. Mais dès demain, si on a compris la situation de la farine, si c'est augmenté, nous aussi on va voir si on va augmenter au niveau du prix du pain ou bien si on va diminuer le poids du pain. La crise commence à se sentir chez les vendeuses qui ont elles aussi revu leurs commandes. Aujourd'hui, une baguette m'a coûté 3500. Avant, c'était 2500 francs guinéens. Le prix a augmenté. J'ai revu ma commande parce que la crise m'y a contraint. En plus, j'ai un souci avec mes clients qui ont commencé à se plaindre de la taille de mon pain. Du pain perdu pour les consommateurs qui subissent depuis quelques jours cette augmentation. Contre leur gré, leur habitude alimentaire va changer pour quelque temps. Moi, depuis avant-hier, les enfants me disaient que le pain a changé de prix. Je me disais que c'était une folie. Et aujourd'hui, je suis allée à la boutique. On m'a dit totalement que le prix a changé. Donc, moi, je me suis dit, un petit pain à 2000 francs, je ne vais pas acheter. Donc, le mieux est que je reste comme ça après la cuisine, que je déjeune en même temps. Parce que le prix à 2000 francs pour un petit pain, c'est trop cher. Une rencontre est prévue dans la semaine entre les boulangers, mais aussi avec le ministère du Commerce, afin de trouver un terrain d'entente. Et puis pour être plus complet sur l'élément de Zérékoré où des élèves ont manifesté ce matin, eh bien, les accusations du DPE sont rejetées par le secrétaire général de l'Union préfectorale du SLEG qui dénonce par ailleurs le comportement des autorités éducatives. Selon lui, ces autorités remontent de faux rapports au département du tutelle. Je pense que les élèves sont en train de réclamer leurs droits. Ça, c'est leur droit. Nous, on n'excite pas à un élève d'aller dans les rues. Jamais, ça, c'est pas notre droit. Le droit du SLEG, c'est de dire aux anciens de Guinée de rester à la maison jusqu'à la nouvelle ordre, jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites. À chaque fois, les gens remontent des fausses informations au ministère, soit disant que ça utilise, alors que ce n'est pas vrai, c'est des fausses informations. Donc cela prouve en suffisance qu'à Zérékoré, il n'y a pas d'études. Depuis nous avons déclenché la grève, depuis le 9 janvier 2020, la grève a été observée par tous les anciens. Située à 25 km de la ville de Kindia, une usine de transformation et de conservation des fruits à Veljo, Tropico ça s'appelle. Elle a été inaugurée par le président de la République ce samedi. Le choix des fruits, la production, le séchage et la commercialisation seront tenus par des spécialistes. C'est l'engagement pris par son promoteur Mori Diané. Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie inaugurale. Mamadou Sadio Baldé commente les images de Tierno Sadoubar. Cette usine, bâtie sur 9 hectares, a une capacité de transformation de 10 tonnes la journée. Son promoteur affirme que ses équipes sont capables de transformer plus de 3000 tonnes de fruits par an. Le choix des équipements enchaîne-t-il, les méthodes opérationnelles sont assujetties aux normes phytosanitaires pour affronter la concurrence des marchés du monde. Des opportunités attendent les producteurs de Kindia. L'usine Tropico est donc appelée à être un débouché proche et important pour les groupements paysans, les planteurs et les coopératives de femmes évoluant dans la filière fruitière dans cette préfecture de Kindia, réputée pour l'abondance et la qualité de sa production agricole. Sur toute la chaîne, il n'y a que des techniciens et cadres guinéens qui participeront à l'administration et à la gestion. Sa construction est également une sous-traitance locale. Juste remercier déjà M. Diané de nous avoir fait confiance, moi et mon équipe, pour nous donner ce travail qui n'est pas du tout facile. Je profite aussi de remercier M. le Président de la République de promouvoir l'entrepreneuriat jeune dans ce pays. Les premiers essais sont concluants, expliquent les techniciens. Un contact étroit est déjà établi entre les producteurs et l'usine. Le ministre de l'Industrie et des PME souligne la reconversion des commerçants vers le secteur industriel. Je voudrais dire qu'à travers ce projet de Mori Diané, il y a une conclusion et une conviction à la fois qui me vient à l'esprit. Chacun doit être là où il croit. Monsieur le Président, comme vous, il n'y a pas lieu
de renoncer aux engagements de sa vie et de ses convictions profondes, car on finit toujours par y arriver. Le président de la République rappelle la potentialité et la place de la région de Kindia pendant la période coloniale. Il souhaite que les producteurs tirent le bénéfice de leur travail. Cultiver, transformer, transporter et commercialiser. C'est ce que nous voulons faire dans toute la Guinée. Nous ne voulons plus que nos mangues pourrissent. Nous ne voulons plus que nos ananas pourrissent. Nous ne voulons plus que tous nos fruits, les tomates, pommes de terre pourrissent. C'est pourquoi nous voulons tout transformer sur place. Cela va encourager les paysans à produire davantage. Voilà, mesdames et messieurs, comment prend fin cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles. À demain pour notre point sur l'actualité sur Espace TV, la télé de notre planète.